Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons découvrir comment démarrer un projet de type visualbasic.net à l'aide du logiciel Visual Studio 2012 ou 2013 dans sa version Ultimate. Nous allons aussi découvrir comment interagir avec plusieurs contrôles de la boîte à outils. J'ai nommé les checkbox, les checkbox list, les combo box, les radio buttons, les numériques up-down display et les picture box. Donc, ces contrôles vous seront tous nécessaires dans la réalisation de vos premiers laboratoires. Donc, avant de commencer, je vais tout simplement vous diriger vers Omnivox pour vous faire remarquer que ce que nous allons couvrir, ou plutôt les contrôles de la boîte à outils de Visual Studio que nous allons présenter dans cette vidéo, vous ont déjà été décrits dans des documents de référence théorique qui vous ont été remis en classe. Donc, dans la section des documents distribués, sous le lien contrôle partie 1 et contrôle partie 2, vous avez deux documents PDF qui vous ont été remis en classe la semaine dernière et qui décrivent étape par étape comment utiliser les contrôles que je viens de nommer et qui décrivent leurs propriétés les plus importantes. Donc, nous allons quand même prendre la peine de passer à travers la majorité de ces manipulations à travers par l'entremise de ces vidéos, mais je vous suggère fortement de télécharger les deux PDF que je viens de vous indiquer sur Omnivox et de les lire attentivement. Donc, sans plus attendre, allons-y. J'ai préalablement créé sur Omnivox, sur mon bureau un dossier vide, demo.vb.net, donc dossier dans lequel nous allons sauver le projet que nous allons créer dans quelques secondes. Donc, je vous ai demandé de télécharger à partir du site DreamSpark de TK la version Visual Studio Ultimate 2013. Je vais faire la présente démonstration en utilisant la version 2012. En fait, ce qui ne change absolument rien. Le logiciel est resté relativement semblable en termes de manipulation, en termes de l'interface usagée. Donc, allons-y. J'avais préalablement démarré Visual Studio. Quand vous ouvrez Visual Studio, peu importe la version, en fait, vous devriez vous retrouver avec l'écran que vous voyez présentement. Pour démarrer un nouveau projet, c'est relativement simple, vous allez sur Fichier, Nouveau, Nouveau projet, parce que pour l'instant, nous tentons de démarrer ou de développer des applications desktop. Plus tard dans votre formation, vous aurez développé des applications web. Donc, à ce moment, vous irez sur un nouveau site web plutôt. Donc, pour aujourd'hui, nouveau projet. Il est très important de comprendre que Visual Studio est un logiciel de développement professionnel, donc qui permet de développer des applications sous Windows ou pour Windows en utilisant plusieurs langages de haut niveau, dont le C#, le VB.NET, le C++, qui ne sont que quelques-uns parmi tant d'autres. Donc, notre cours d'introduction à la programmation orientée objet de cette session est, si on veut, orienter vers l'apprentissage du langage Visual Basic. Donc, sous l'onglet Autres langages, sélectionnez Visual Basic et sous l'onglet Visual Basic, assurez-vous bien de choisir Windows, puisque nous allons développer une application sur Windows. En termes d'application Windows, il y a plusieurs gabarits que nous pouvons utiliser pour démarrer notre projet. Le gabarit qui va nous concerner pour la plus grande majeure partie de la session est le gabarit qui est en surbrillance présentement à l'écran, donc le gabarit Application Windows Form. Donc, il consiste à des applications Windows basées sur des fenêtres, un peu comme la fenêtre que vous voyez à l'écran ici présentement. Plus nous avancerons dans la session, plus nous exploiterons les différents types de gabarits qui s'offrent à nous comme point de départ pour des applications Windows. Donc, je répète, à l'ouverture de Visual Studio, il faut choisir le langage avec lequel vous voulez développer votre application. Dans notre cas, trouver Visual Basic dans l'explorateur de projet.
si on veut. Et sous Visual Basic, choisissez développement d'application Windows. Et dans le type de gabarit disponible, choisissez Application Windows Form. Donc, une fois que ces étapes ont été réalisées, il faut maintenant donner un nom à notre projet. Donc, je vais l'appeler Démo 1, tout simplement. Et il faut spécifier à quel endroit ce projet doit être sauvé. Donc, en appuyant sur le bouton Parcourir, vous pouvez naviguer dans l'explorateur Windows qui apparaît et aller pointer vers le dossier dans lequel vous voulez sauver votre projet. Dans mon cas, c'est le dossier démo VB net que j'avais créé préalablement sur mon bureau. Donc, je vais l'ouvrir, je vais cliquer sur sélectionner le dossier. Il faut bien s'assurer que le checkbox créer un répertoire pour la solution a bien été sélectionné. Vous faites par la suite OK. Et voilà, comme par magie, votre environnement de travail est prêt. En fait, nous avons déjà à l'écran une application Windows fonctionnelle sans avoir écrit la moindre ligne de code. La preuve est que si nous cliquons sur le bouton démarrer et que nous minimisons Visual Studio, voilà, nous avons une application Windows qui ne fait pas grand-chose d'intéressant, qui est tout simplement une fenêtre vide qu'on a la possibilité de maximiser, de minimiser, de réduire et évidemment de fermer. Donc, tout ça pour dire qu'il est très facile en utilisant Visual Studio et des langages comme le VB.NET de créer très rapidement des applications Windows. Mais la simplicité avec laquelle le logiciel nous permet de créer ces applications ne veut pas dire qu'elles ne sont pas très puissantes. Donc, j'ai fermé cette application Windows et automatiquement Visual Studio se rouvre. Donc, je vais d'abord passer quelques instants à expliquer un peu l'environnement de travail. Donc, quand vous démarrez un projet VB, l'espace de travail principal, vous le voyez ici devant vous. Donc, ça représente une fenêtre Windows que vous pouvez dimensionner comme bon vous semble. Et la dimension que vous donnez à cette fenêtre correspondra à la dimension de votre application Windows. Nous avons aussi ce que nous appelons la fenêtre de propriété. Donc, chacun des objets que nous allons aller chercher dans la boîte à outils, se trouvant ici à ma gauche, et que nous allons déposer sur cette fenêtre, y compris la fenêtre elle-même, contiennent ce qu'on appelle des propriétés. Si je sélectionne par exemple ma fenêtre et que je vais voir mon onglet de propriétés, mais nous voyons plusieurs propriétés spécifiques à cette fenêtre. Par exemple, la fenêtre porte présentement le nom Form 1, qui est un nom qui va me permettre, quand je vais écrire des lignes de code, de faire référence à cette fenêtre-là et de pouvoir la manipuler avec des instructions. Voyons à quoi sert une propriété de manière plus concrète. Donc, si nous voulons par exemple changer le texte qui s'affiche dans la barre de présentation de notre application Windows, mais nous devons utiliser la propriété texte. La propriété texte d'ailleurs qui est une propriété commune à la majorité des contrôles qui se trouvent dans la boîte à outils. Donc, quand vous voulez changer le texte qui est écrit sur la surface principale ou la surface de présentation d'un contrôle, en général, en sélectionnant ce contrôle et en allant modifier sa propriété texte, vous allez modifier ce qui s'affiche sur la surface du contrôle. Donc, donnons un nom à cette application. Appelons-la mon premier programme. Enter. Et voilà, automatiquement, la propriété texte de la fenêtre qui se nomme présentement Form 1, nom que nous pouvons aussi changer d'ailleurs, a été mise à jour. Si nous relançons l'application, et voilà, notre programme Windows progresse lentement mais sûrement. Donc, toute l'interface de Visual Studio est complètement reconfigurable. Vous voyez que je peux, en cliquant sur la petite punaise ici, rendre mes menus complètement rétractables. Donc, je viens de rendre la fenêtre des propriétés rétractable. Si je m'approche de cette fenêtre et que je clique dessus, automatiquement, elle va s'ouvrir
et si je m'éloigne et que je clique ailleurs, elle va se rétracter. Si je veux la garder visible en permanence, je la sélectionne et j'active la punaise et voilà, elle est fixe. Je peux à tout moment l'élargir, la minimiser, je peux la déplacer pour la placer, pour la replacer ailleurs dans mon espace de travail. Bref, le développeur a le contrôle total sur son environnement lorsqu'il travaille à l'intérieur de Visual Studio. Donc, replaçons-la à un endroit intéressant pour nous. Donc, disons, ouais. Voilà. Ouais. Donc, nous allons passer à travers quelques propriétés euh, communes à tous les contrôles de la boîte à outils avant de présenter spécifiquement les contrôles dont vous aurez besoin le, euh, pour réaliser les exercices que vous aurez à remettre sur Omnivox la semaine prochaine. Donc, juste pour vous remettre en contexte, si nous retournons sur Omnivox, dans la section travaux distribués de votre cours d'introduction à l'orienté objet, vous avez 2 travaux à remettre. Utilisation de Visual Studio qui vous permet tout simplement de créer un petit programme très simple qui vous permet de récupérer du texte écrit dans un contrôle text box et en appuyant sur un bouton, l'afficher dans un contrôle de type label. Donc ce petit exercice est là tout simplement pour vous permettre de vérifier que votre installation de Visual Studio fonctionne correctement. Ensuite, le premier vrai laboratoire de la session, le laboratoire numéro 1 ici, a pour but de vous faire fouiller à l'intérieur du logiciel et de vous faire manipuler à travers 2 petits programmes que vous aurez à réaliser, donc de vous faire manipuler quelques contrôles de la boîte à outils que je vais d'ailleurs vous présenter dans le vidéo que je suis en train d'enregistrer présentement. Donc, retournons à Visual Studio. Parfait. Donc, la fenêtre Windows qui se trouve présentement à l'écran, tout comme n'importe quel contrôle que je peux aller sélectionner dans la boîte à outils. Donc, faisons un exemple. Si je veux, par exemple, aller sélectionner un contrôle de type bouton. Donc, j'ai un contrôle de type bouton qui vient d'être inséré dans ma boîte à outils. Ce contrôle de type bouton a lui aussi des propriétés. Donc, regardez bien ce qui se passe. Je clique sur ma fenêtre et voici les propriétés de la fenêtre qui apparaissent. Je clique sur le bouton, voici les propriétés du bouton qui apparaissent. Donc, prenons notre bouton par exemple. Tout comme la fenêtre, il possède une propriété name. Tout comme la fenêtre, il possède une propriété texte qui contrôle le texte qui s'affiche sur ce bouton. En fait, comme je l'ai déjà mentionné à quelques reprises dans cette vidéo, plusieurs des propriétés qui se trouvent dans cette liste sont communes à la majorité des contrôles disponibles pour créer une application Windows. Donc, je vais me servir dans un premier temps de la fenêtre de conception et du bouton pour présenter ses propriétés. Donc, la propriété name est en fait une propriété qui vous permet de nommer votre contrôle. En nommant ce contrôle, vous êtes capable de le manipuler à travers le code. Donc, je vais donner un exemple très simple ici. Je vais changer le nom de mon contrôle. Les boutons, j'ai tendance à les appeler BTN pour button et ensuite à leur donner un nom. Donc, bouton, T-E-S-T, bouton test. Donc, à travers ce nom, je vais être capable de contrôler mon bouton à travers le code. Ensuite, je vais aller changer, disons, sa propriété texte qui correspond au texte qui s'affiche sur ce bouton. Donc, disons que je voudrais afficher le mot action sur la façade de mon bouton. Et voilà, si nous lançons cette application Windows, mais nous avons évidemment mon premier programme et le bouton action. Vous constatez que quand j'appuie sur ce bouton, il n'y a absolument rien qui se passe. Et c'est tout à fait normal. Nous n'avons pas encore dit à notre programme quoi faire lorsque nous cliquons sur un bouton.
En fait, ce qu'il faut comprendre en programmation Windows, c'est que la programmation Windows est en fait ce qu'on appelle de la programmation événementielle. Donc, pour que quelque chose se passe dans une application, il faut que l'utilisateur interagisse avec cette application. Quels sont les moyens d'interaction avec une application, ou plutôt, quels sont les moyens d'interaction avec un contrôle se trouvant sur la surface d'une application? Ben, ces moyens de communication ou d'interaction sont ce qu'on appelle des événements. Et chaque contrôle que vous allez chercher dans la boîte à outils est capable de réagir à une multitude d'événements. Si nous prenons par exemple notre contrôle bouton, donc notre objet que nous avons appelé BTN test, dans sa fenêtre de propriété, on voit un petit éclair qui apparaît. Donc, dans ce petit éclair, si vous cliquez dessus, ben, vous amène sur une page qui contient tous les événements auxquels notre bouton peut réagir. Donc, chaque contrôle possède des événements par défaut. C'est-à-dire que par défaut, l'événement le plus utilisé avec un bouton est un événement clic. Donc, si je double-clique sur cet événement, ou même si je double-clique sur le bouton lui-même dans l'interface, mais je vais être redirigé vers une fenêtre de programmation qui va me permettre de dicter à mon application quelles sont les étapes ou les actions à prendre lorsque l'utilisateur clique sur le contrôle qui s'appelle BTN test. Donc, ce qui est souligné présentement à l'écran s'appelle une sous-routine. C'est un sujet dont nous allons parler un peu plus en détail dans les semaines à venir. Pour l'instant, gardez tout simplement en tête que lorsque vous double-cliquez sur un contrôle, ce que vous avez placé sur l'interface, sur la fenêtre de travail, Visual Studio va créer pour vous le squelette d'une sous-routine à l'intérieur duquel vous pouvez taper le code ou les instructions que vous voulez exécuté suite à l'événement par défaut auquel ce contrôle répond. Pour rendre la démonstration un peu plus facile à suivre pour vous, je vais scinder mon écran en plusieurs morceaux. Donc, laissez-moi juste réorganiser un peu mon interface usager. Donc, ce que je vais faire ou ce que vous pouvez faire, c'est premièrement, à partir de ce qu'on appelle ici la fenêtre d'explorateur de solutions, on peut basculer facilement de la vue design, de la vue graphique, à ce qu'on appelle la vue de code. Mais au lieu de basculer d'une vue à l'autre, ça peut devenir relativement fatigant. Ce qu'on peut faire, c'est en sélectionnant n'importe quel onglet ici, dans notre interface de travail, on est capable de séparer notre écran en deux. Donc, nous voyons à la fois ce qui se passe dans la fenêtre de code et les objets ici dans la fenêtre design que nous voulons contrôler à partir du code se trouvant à la gauche. Je vais tout simplement réduire un peu la grosseur de caractère. Donc, disons, allons-y à 75%. Parfait. Ce qui va nous permettre de bien suivre ce qui se passe des deux côtés de l'écran. Donc, recommençons. Je vais effacer le bouton et je vais effacer le code correspondant à ce bouton. Donc, allons-y. La fenêtre que vous voyez ici est en fait décrite par le bout de code que vous voyez ici présentement à l'écran. Chaque fois que nous allons rajouter un élément à l'intérieur de cette fenêtre, nous allons devoir rajouter du code dans la partie centrale ici pour dire à l'application comment est-ce qu'elle doit agir lorsqu'un événement est produit sur le contrôle se trouvant dans la boîte à outils. Donc, commençons tout simplement. Reprenons notre fameux bouton. Donc, pour avoir accès aux objets qui se trouvent dans la boîte à outils, il faut sélectionner l'interface graphique. Donc, cherchons notre bouton. Les objets sont classés par ordre alphabétique. Donc, bouton, nous pouvons cliquer dessus et tout simplement le glisser, ou encore, nous pouvons double-cliquer dessus. Donc, il apparaît dans le coin supérieur gauche de la page et à partir de ce moment-là, nous pouvons le déplacer où nous voulons.
Donc, découvrons un peu certaines propriétés. Donc, nous allons laisser son nom par défaut à notre bouton et nous allons l'appeler cette fois-ci en utilisant la propriété texte, bouton Enter. Donc, appelons-le Enter. Remarquez que chaque fois que vous sélectionnez une nouvelle propriété d'un objet, vous avez tout en bas de la page de propriété une description de l'utilité de cette propriété. Donc, la propriété texte contrôle le texte associé à un contrôle. La propriété size contrôle la taille contrôle la taille du fameux contrôle en termes de pixels. La propriété location détermine les coordonnées ou la position d'un contrôle dans la fenêtre. Il est important de comprendre qu'en programmation, la position est basée sur le système cartésien, un système cartésien dans lequel l'origine, le point 0, 0, 0 en X et en Y, se trouve dans le coin supérieur gauche de la page. Donc, je peux déplacer mon contrôle physiquement ou je peux le déplacer en allant jouer avec sa propriété location. Regardez bien. Si je vais sur Location et que j'appuie sur le petit bouton de plus, je découvre la position en X et en Y du fameux bouton qui est présentement à l'écran. Si maintenant je décide de modifier sa position en X, disons l'amenant à 30, j'appuie Enter et voilà, mon bouton s'est déplacé de 30 pixels à l'écran. Donc, nous pouvons faire exactement la même chose en Y. Le déplacement positif en Y nous amène vers le bas. Le déplacement négatif en Y nous fait remonter. Donc, allons-y à 45 par exemple. Et voilà. Donc, vous voyez comment les propriétés nous permettent de configurer, si on veut, les paramètres de nos contrôles à l'écran. Ces mêmes propriétés peuvent être accessibles à travers le code. Et c'est ce que nous allons regarder d'ailleurs tout à l'heure. Donc, si nous essayons de découvrir d'autres propriétés, la propriété size, par exemple, est une autre propriété commune à plusieurs contrôles. Size, en anglais pour la taille, correspond à la largeur, width, en anglais, et à la hauteur d'un contrôle en pixels. Donc, si je veux que mon contrôle soit plus épais ou plus large, je peux toujours venir le faire graphiquement. On voit qu'automatiquement, la valeur 23 a été mise à jour à 71 ou, encore une fois, je peux venir le faire à travers le code. Ça va? Donc, remettons-le à sa taille normale. Donc, des propriétés, nous allons en découvrir semaine après semaine. Ce que je vais m'efforcer de faire aujourd'hui, c'est vous présenter les propriétés principales, les propriétés communes à la majorité des contrôles. Si je voulais, par exemple, changer la couleur d'arrière-plan de mon bouton, on a ici la propriété backcolor. Donc, en la sélectionnant, j'ai accès ici à 3 palettes de couleurs, la palette de couleurs System Windows, la palette de couleurs Web, la palette de couleurs personnalisée. Donc, si j'avais envie de me retrouver avec un magnifique bouton bleu, et voilà, je me retrouve avec un magnifique bouton bleu. Aussi simple que ça. Maintenant, bon, redonnons-lui son aspect d'origine. Commençons à programmer un petit peu. Donc, voyons comment nous pouvons dire au logiciel quelle action prendre ou quelle action effectuer suite à une interaction entre l'utilisateur et un contrôle en particulier se trouvant sur la fenêtre. Donc, je vais prendre pour exemple le bouton. Donc, le bouton ici présent, le bouton nommé bouton 1, peut réagir à plusieurs événements. À quels événements? Si nous appuyons sur le petit éclair, en ayant notre bouton sélectionné, nous voyons la liste d'événements auxquels ce bouton peut réagir. Donc, regardez bien ce qui va se passer entre la fenêtre de design et la fenêtre de code. Je vais double-cliquer sur l'événement click, qui signifie que je veux dire à mon logiciel quoi faire lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton.
et regardez ce qui va se passer. Automatiquement, le logiciel a généré le squelette d'une sous-routine. Encore une fois, nous parlerons des sous-routines plus en détail dans les semaines à venir. Et mon travail maintenant est d'écrire à l'intérieur de cette sous-routine les instructions que je veux exécuter lorsque l'utilisateur clique sur la page. Donc, allons-y. Ce que j'aimerais faire comme premier exemple très simple, disons que lors d'un clic sur le bouton Enter, j'aimerais que, euh, j'aimerais que ma fenêtre change de couleur, tout simplement. Donc, en programmation orientée objet, euh, la couleur est une des propriétés d'un objet. Si je clique sur ma forme qui se trouve juste ici et que je retourne sur ses propriétés et non sur ses événements, en me promenant dans ces propriétés, ben, je devrais trouver, regardez, la propriété backcolor de ma forme, de ma fenêtre, excusez-moi. Donc, à quoi sert cette propriété? Cette propriété contrôle la couleur d'arrière-plan du composant. Donc, on peut travailler de deux manières ici. On peut venir, comme je l'ai fait tout à l'heure, changer la couleur manuellement à l'aide de la fenêtre de propriété, ou nous pouvons le faire à travers le code suite à une interaction faite ou une action posée par l'utilisateur qui va générer un événement auquel notre bouton peut répondre. Donc, c'est la manière que je vais utiliser. Donc, si je viens dans le squelette de sous-routine qui a été créé pour répondre à l'événement clic généré en appuyant sur le bouton se nommant bouton 1, mais voici comment changer la couleur. Donc, en VB, il existe un terme spécial, mi. Mi qui fait référence à quoi? Qui fait référence à la fenêtre actuelle, la fenêtre de l'application actuelle. Donc, mi représente ma fenêtre et quand j'appuie sur l'opérateur point, ça me donne accès à toutes les propriétés, toutes les fonctionnalités que je peux appeler ou contrôler sur cette fenêtre-là. Donc, on voit par exemple ici backcolor. Et si on garde notre curseur assez longtemps, on voit une magnifique petite description ici, public override property backcolor à system.drawing.color. C'est un peu compliqué pour l'instant, mais d'ici quelques semaines, vous comprendrez parfaitement que veulent dire tous ces mots. Pour l'instant, nous allons tout simplement sélectionner backcolor. Donc, la propriété backcolor de ma fenêtre va être égale à une couleur. Donc, je vais tout simplement choisir une couleur dans les couleurs qui me sont présentées ici. Disons qu'on voudrait que notre fenêtre devienne corail. Tiens. Voilà. Si je démarre mon application et que j'appuie maintenant sur le bouton Enter, voilà, voilà, mon écran est devenu corail. Donc, encore une fois, on vient de démontrer avec quelle facilité on est capable de programmer Windows et de contrôler ce que notre application va faire suite au déclenchement d'un événement par une interaction démarrée par l'utilisateur. Donc, on peut faire des choses évidemment beaucoup plus intéressantes que ça avec un bouton. Je vais tout de suite rajouter d'autres sous-routines pour surveiller d'autres événements auxquels mon bouton est capable de répondre. Donc, allons-y. Si je clique une deuxième fois sur mon bouton et je retourne sur les événements qu'il est capable de servir et que je cherche dans la liste, mais j'ai l'événement ici, disons, mouse over, qui veut dire qu'on déplace la souris sur le bouton. Donc, je vais cliquer dessus et regardez, il y a une section qui vient d'apparaître pour me permettre de dire ce que je veux qu'il se passe quand la souris se déplace par-dessus ce fameux bouton. Ensuite, je vais cliquer encore sur le bouton et je vais aller chercher un autre événement. Je vais aller chercher l'événement mouse leave qui m'indique ce que je veux qu'il arrive quand la souris quitte la surface du bouton, comme c'est décrit ici en bas. Donc, je vais cliquer dessus. Encore une fois, j'ai une autre section de code qui apparaît. Donc, ce que je voudrais faire,
c'est que lorsque la souris se déplace sur la surface du bouton, mais la taille de ce bouton change euh, en termes de hauteur et de largeur. Et lorsque la souris sort de la zone représentant la surface du bouton, que le bouton reprenne ses dimensions normales. Donc, allons d'abord prendre en note les dimensions normales du bouton. Ce bouton a une taille de 75 en largeur et 23 en hauteur. Parfait. Donc, si je vais dans la section Mouse Over, donc la section qui me permet de contrôler ce qui se passe quand la souris est sur la surface du bouton, gardons en tête que ce fameux bouton s'appelle BTN1 présentement. Donc, on pourrait lui donner un nom plus intéressant, mais, mais gardons ce nom, bouton 1 pour aujourd'hui. Donc, si je veux contrôler un objet, je dois d'abord l'appeler. Donc, mon bouton s'appelle button 1. Donc, il se trouve juste ici. Et ce contrôle, comme tous les contrôles, possède des propriétés. Donc, en appuyant sur le point, je vois la liste des propriétés disponibles. Et il y en a beaucoup, que vous allez apprendre à connaître et à utiliser avec le temps. Heureusement pour nous, si nous tapons la première lettre de la propriété qui nous intéresse, le logiciel fait un pré-tri. Donc, la propriété height me permet de contrôler la hauteur du bouton. Donc, disons, bouton 1.height égale, donnons-lui une hauteur de, disons, 45, puisque sa hauteur par défaut est de 23. Et ensuite, button 1.width, cette fois-ci, égale, elle était de 73, si je ne me trompe pas, mais mettons-la bof, c'est un 45. Donc, on va le faire symétrique, notre bouton. Pardon, j'ai écrit ce code-là au mauvais endroit. Donc, je vais le couper et je vais le recoller dans la section Over. C'est ce que je veux qu'il se passe quand la souris se trouve sur la surface du bouton. Donc, lançons notre application. Parfait. Donc, mon application Windows est lancée. Je passe le bouton sur la surface du bouton. Je passe la souris sur la surface du bouton et vous voyez que sa dimension vient de changer. Quand je retire le bouton de la surface de la souris, il n'y a absolument rien qui se passe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore donné d'instruction ici dans la section Mouse Leave pour indiquer à notre application quoi faire lorsque la souris ressort de la surface du bouton. Par contre, le code qui nous permet de faire changer la couleur de la page suite à un clic sur ce bouton est toujours présent. Donc, si je clique sur le bouton, voilà. Nous allons maintenant rajouter le code qui permet à ce bouton de retrouver sa taille originale. Sa taille originale, si je ne me trompe pas encore une fois, qui était de 75 par 23, 75 en largeur par 23 en hauteur. Donc, je vais copier ce code et le coller ici. Donc, height 23 et 73 ou 75, 75. Et width 75. Donc, relançons notre application. Voilà. Donc, on est dessus, 45 par 45 et 75 par 45. Et on est toujours capable de choisir, de changer la couleur d'arrière-plan. Donc, comme vous avez pu le voir, un bouton possède une multitude d'événements, mais la plupart du temps, vous utiliserez l'événement clic ou peut-être l'événement double-clic. Et le reste des événements, mais vous aurez probablement à les utiliser lorsque vous ferez des applications un peu plus complexes. Donc, nous allons passer tout de suite à un nouveau contrôle. Ce qui est important de garder en mémoire à ce point-ci, c'est que tous les contrôles se manipulent grosso modo de la même manière. Pour les contrôler, il faut
pouvoir les retrouver en utilisant leur nom. Donc, leur nom qu'on leur attribue à travers la propriété name. Et une fois qu'on les a nommés, mais avec l'opérateur point, on est capable d'avoir accès à toutes leurs propriétés. Et chacune de ces propriétés-là est d'un type de données spécifique. La propriété height, par exemple, est de type integer, comme on le voit ici à l'écran. Certaines propriétés sont de type booléen, certaines propriétés sont de type string, d'où l'importance de connaître les types de données primaires d'un langage de programmation comme le Visual Basic. Donc, découvrons, disons, deux nouveaux contrôles. Donc, je vais légèrement modifier le code se trouvant dans la page. Donc, je vais cliquer sur mon interface usager pour avoir accès à mes contrôles. Je vais aller chercher ce qu'on appelle un text box et un label. Donc, deux nouveaux contrôles. Encore une fois, les contrôles sont en ordre alphabétique. Donc, le text box. Donc, le text box est en réalité une boîte de texte. Une boîte de texte qui contient grosso modo les mêmes propriétés que la majorité des contrôles avec certaines propriétés spécifiques à lui. Donc encore une fois, on a la propriété name qui permet de nommer le contrôle. On a la propriété backcolor, border style. Donc backcolor contrôle la couleur d'arrière-plan de mon textbox. Border style me permet de changer l'aspect de la bordure ou du pourtour de mon contrôle. Font me permet de changer la police du texte qui va être écrit à l'intérieur, etc., etc. Donc, je ne vais pas nécessairement passer à travers toutes les propriétés. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur une propriété où vous allez avoir la description de l'effet qu'elle aura sur votre contrôle. Donc, j'ai placé un label sur mon interface. J'ai placé un text box. Je vais aller chercher un label. Un label est un contrôle qui me permet d'afficher du texte à l'écran, texte que l'utilisateur ne peut pas modifier. Donc, si je lance l'application présentement, on voit que je peux écrire du texte à l'intérieur de mon textbox et mon label, ben, je peux essayer de faire n'importe quoi dessus, je n'y ai pas accès. La manière la plus simple d'afficher du texte dans un label est de sélectionner le label, d'aller évidemment voir sa propriété texte et de changer le texte qui s'y trouve. Le texte apparaît instantanément à l'intérieur du label. La manière courante dont nous allons utiliser les labels, c'est à travers le code, encore une fois. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais changer le code se trouvant à l'intérieur de l'événement clic du bouton nommé bouton 1 pour que ce bouton récupère le texte qui se trouve à l'intérieur du text box et aille l'afficher à l'intérieur du label. Donc, allons-y. Pour être capable d'aller récupérer l'information qui se trouve dans mon textbox, ben, il faut que je sois capable de nommer mon textbox. Son nom présentement est textbox 1. Donc, laissons-lui ce nom par défaut. Pour être capable d'aller écrire à l'intérieur de mon label, ben, il faut que je sois capable de connaître, d'appeler mon label. Donc, encore une fois, il faut connaître son nom. Son nom par défaut est label 1. Pour récupérer le texte qui se trouve dans mon textbox, je dois aller lire ce qu'il y a dans la propriété texte de ce contrôle-là. Et pour écrire dans un label, mais je dois aller écrire dans sa propriété texte. Donc, voici comment le tout se passe. Donc, quand on va cliquer sur mon bouton va répondre à son événement clic et il va exécuter le code suivant. Donc, ce que je veux faire, c'est que mon label, qui s'appelle label1, est dans sa propriété texte, propriété qui contrôle le texte qui s'affiche sur la surface du label. Je veux qu'il ait quoi? Je veux qu'il ait le
texte qui est affiché dans mon textbox se nommant textbox 1. Et voilà le travail. Donc, si je lance mon application et que j'appuie présentement sur Enter, ben, le texte ici va disparaître. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien dans mon textbox. Donc, on n'a pris rien et on l'a affiché dans le label. Si maintenant j'écris bonjour et qu'on appuie sur Enter, et voilà la programmation Windows, aussi simple que ça. Évidemment, le bouton et le textbox ainsi que le label sont trois des contrôles qui se retrouvent le plus souvent dans les applications Windows, spécifiquement dans les formulaires. D'ailleurs, dans votre Labo 1, vous devez réaliser un formulaire dans lequel vous allez avoir plusieurs textbox à l'intérieur desquels vous devrez rentrer des informations que vous devrez récupérer au moment où vous appuyez sur un bouton Enter pour les afficher dans plusieurs labels disposés sur la fenêtre. Donc, ce qui est relativement facile à accomplir si vous avez bien compris les quelques manipulations que je viens d'effectuer avec le bouton, le label et le textbox. Donc, passons maintenant à des contrôles un peu plus intéressants. Passons à aux checkbox. Donc, vous avez la possibilité dans Visual Studio de minimiser des sections de code pour rendre votre environnement de travail un peu plus dégagé. Donc, je vais cliquer sur mon interface et je vais aller chercher ce qu'on appelle des checkbox ici. Donc, un checkbox est un contrôle qui me permet de faire un choix ou qui permet à l'utilisateur de faire une sélection. Donc, je vais choisir un premier checkbox, le placer, en fait, je vais placer mon premier checkbox ici, je vais placer un deuxième checkbox, je vais placer un troisième checkbox. Comme vous le voyez, Visual Studio incrémente automatiquement le nom de mes contrôles et il va aussi automatiquement incrémenter leurs propriétés name. Donc, j'ai checkbox 1, ensuite checkbox 2, checkbox 3, checkbox 3, excusez-moi, etc. Donc, ce que nous pouvons faire avec des checkbox, en tout cas, tout le monde a déjà vu un formulaire, donc c'est, disons, le choix 1 de l'utilisateur, le choix 2, le choix 3, ce qui est relativement intéressant du checkbox par rapport à un autre contrôle très similaire qui s'appelle le radio button, le bouton radio, que je vais d'ailleurs aller chercher tout de suite. Donc, bouton radio 1, bouton radio 2 et bouton radio 3, c'est qu'en fait, si je lance l'application, vous allez tout comprendre, c'est que les checkbox nous permettent de faire des sélections multiples, alors que les boutons radio nous permettent de faire des sélections uniques. Donc, vous constatez que automatiquement, lorsque je coche un nouveau radio button, excusez-moi, la sélection précédente se désactive. Alors qu'avec les checkbox, je peux sélectionner 1, 2, 3, 4, 15 checkbox à la fois. Donc, il faut choisir soigneusement le type de contrôle qu'on utilise pour avoir l'effet désiré. Donc, allons-y. Je vais effacer mes radio buttons pour l'instant. Et je vais faire la démonstration avec les checkbox. Donc, voyons voir. Premièrement, changeons le texte qui est associé à nos checkbox. Donc, le premier checkbox, je vais l'appeler choix 1. Ou plutôt, je vais l'appeler vert. Pourquoi? Parce que quand on va cocher ce checkbox-là, notre interface, notre fenêtre va devenir verte. Donc, je vais aussi changer le nom du bouton et pas seulement le texte qui lui est associé. Donc, allons-y. Je vais l'appeler checkbox vert.
vert. Ensuite, le checkbox 2 va devenir, disons, checkbox rouge. Le checkbox, le checkbox, excusez-moi, 3 va devenir le checkbox orange. Et on va aller changer les textes pour orange, pour, je me souviens bien, c'était rouge, d'accord? Pour rouge et le premier pour vert. Parfait. Donc, allons-y. On peut interagir avec un checkbox de plusieurs manières. Donc, allons voir les événements qui sont disponibles sous les checkbox. Donc, je sélectionne le checkbox vert et je vais voir les événements qui sont disponibles. En fait, l'événement par défaut associé avec un checkbox est le check change. Donc, le check change veut dire quoi? C'est que chaque fois qu'on coche ou qu'on décoche un checkbox, il y a un événement qui est généré et on est capable de déterminer l'action à exécuter suite à cet événement. Donc, si je double-clique sur l'événement check change du checkbox vert, ben, je vais avoir une nouvelle section de code qui va être générée et à moi d'écrire du code à l'intérieur. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais appeler mon checkbox. Donc, c'est le checkbox vert. Non, plutôt, je voulais changer la couleur de mon formulaire. Donc, faisons la chose suivante. Donc, mi représente la fenêtre, le formulaire, point backcolor, comme tout à l'heure, est égal à color.green, qui représente du vert. Et en même temps, ben, nous allons écrire à l'intérieur du label vert, tout simplement. Label 1.text égale VERT. Ici, vous remarquez que le mot vert est mis entre guillemets, tout simplement parce que un mot est ce qu'on appelle une string et en programmation, mais les strings doivent être encastrés par des guillemets. Donc, allons-y, lançons l'application. Donc, notre bouton permet toujours de contrôler ce qui s'affiche dans le label. Il répond toujours à l'événement mouse over et mouse leave. Le bouton rouge et le bouton orange ne font absolument rien. Pourquoi? Parce que nous ne leur avons jamais associé d'événement. Par contre, le bouton vert, si jamais il est sélectionné, me permet de faire changer la couleur de ma forme. Maintenant, voyons une autre manière dont nous pouvons utiliser les checkbox. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que lorsque j'appuie sur le bouton Enter, donc lors de l'événement clic généré suite à une pression sur le bouton Enter, je veux toujours copier le texte se trouvant dans le text box et l'afficher dans le label, mais je veux aussi scanner mes checkbox. En fait, je vais scanner les deux derniers. Je vais scanner le rouge et le orange. Et celui des deux qui est coché, ben, la couleur correspondante va devenir la couleur de ma fenêtre. Donc, nous avons vu cette semaine ce que nous appelions les structures de décision, les if. Ben, nous allons exploiter ici une structure de décision. Donc, allons-y. Je vais dire if checkbox, disons commençons par le rouge,
checkbox rouge, point check. La propriété check nous retourne une valeur booléenne, donc vrai ou faux. Oui, c'est vrai que mon checkbox rouge est coché, ou non, c'est faux que mon checkbox rouge est coché. Donc, if checkbox point check, donc cette propriété va retourner vrai ou faux, then, alors, qu'est-ce que je fais? Ben, alors, je change la couleur de ma fenêtre pour du rouge. Mi.backcolor égale color.red, tout simplement. Sinon, else if, sinon, si mon check, pardon, else if, donc, sinon, si mon checkbox orange est coché ou est sélectionné, qu'est-ce que je fais? Ouais, dans ces circonstances, ma fenêtre va devenir orange. .backcolor.color, .backcolor égale color. Excusez-moi. Color. Aïe, 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 c'est la difficulté. Color. Orange. Voilà. Else. Donc, si jamais aucun des deux n'est coché, il faut toujours prévoir un cas par défaut. Que ce qu'on fait? Ben, on va lui donner la couleur jaune. Non, si jamais rien n'est coché, on va écrire dans le label qu'il n'y a eu aucune sélection. Donc, label 1. Texte. Texte égale aucune sélection. Et voilà, lançons l'application. Donc, si je clique sur le bouton, vert, la fenêtre devient toujours verte parce que nous avons toujours l'événement check change pour lequel nous avons écrit du code. J'ai mis ma fenêtre d'application, excusez-moi. Qu'ai-je fait? Parfait. Donc, si j'écris du texte et que aucun des checkbox rouge ou orange n'est sélectionné, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est aucune sélection qui n'est affichée. Ça va? Si jamais je sélectionne le rouge, la page devient rouge. Si jamais je sélectionne l'orange, si jamais je sélectionne l'orange, ici, la page reste rouge. Pourquoi? Nous avons vu cette somme. Si jamais je sélectionne le orange et que le rouge est déjà sélectionné, en fait, si je sélectionne les deux, la page reste rouge. Pourquoi? Ben, nous avons vu comment un if, else, and if fonctionne. C'est qu'en fait, si la première condition est vraie, on exécute le code qui se trouve associé à cette première condition et on sort complètement du if. Donc, si mon checkbox rouge est vrai, même si le checkbox orange est vrai, il est totalement ignoré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je décoche le rouge et que j'appuie Enter, maintenant ma page devient orange. Pourquoi? Parce que la première j'ai perdu mon Visual Studio parce que la première condition est fausse, donc on va tester la deuxième. La deuxième est fausse, automatiquement,
La deuxième est vraie, donc on l'exécute et automatiquement on saute le else, on continue notre programme. Donc voilà, je vais fermer ceci. Je vais maintenant passer à ce qu'on appelle un combo box. Donc, le combo box. Donc, je vais minimiser ça pour nous faire un peu plus de place et je vais aller cliquer dans ma fenêtre et aller chercher un combo box juste ici. Donc, un combo box est un contrôle qui en fait est un menu déroulant. Donc, si je clique dessus, on voit que présentement, mon combo box ne contient aucun élément. Donc, on pourrait le remplir à travers le code. D'ailleurs, nous allons très rapidement apprendre à aller soutirer des informations, par exemple, d'un fichier texte. Donc, on pourrait écrire un code qui ouvre un fichier texte, récupère le nom de client ou d'étudiant qui se trouve à l'intérieur d'un fichier texte et les rajoute automatiquement dans le combo box. Mais pour l'instant, nous allons faire de manière manuelle. Nous allons cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici, modifier les éléments et allons-y. Fernand, élément, Hervé. Donc, idéalement, il faut en mettre un par ligne. Excusez-moi. Hervé. Ensuite, Adam, Aya. Et on pourrait continuer longtemps, mais je crois que ça suffit. Donc, si je fais OK et que je relance l'application, voici, j'ai maintenant une liste de noms à l'intérieur de mon combo box. Maintenant, que puis-je faire avec cette liste de noms? Il y a plusieurs manières d'interagir avec un combo box. Encore une fois, si je veux voir les événements qui sont associés à ce combo box, l'événement par défaut associé avec un combo box, c'est l'événement Selected and Exchange. C'est-à-dire que chaque fois qu'on change ici la sélection qui est faite dans un combo box, cet événement-là est généré. Donc, voyons ce que nous pouvons faire avec ce fameux événement. Si je double-clique dessus, allons fermer l'événement précédent. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que chaque fois qu'il y a une nouvelle sélection qui est faite dans le combo box, le nom de la personne concernée s'affiche, disons, dans un message box. Message box que nous avons vu ensemble cette semaine. Donc, allons-y. Je dois d'abord appeler mon combo box par son nom et par défaut, il porte le nom combo box 1, comme vous avez pu le deviner. Et le contenu de ce combo box, j'aimerais l'afficher dans un message box. Donc, récupérons d'abord le contenu du combo box. Ce qui est écrit à l'intérieur d'un combo box sont des mots. Donc, ce sont des informations de type string. Donc, définissons une string, comme nous avons appris à le faire en classe. Donc, dim, nom as string et nous allons initialiser cette string avec quoi? Avec le contenu de l'élément sélectionné à l'intérieur du combo box. Donc, combo box 1 point selected item, donc qui nous renvoie de l'information sur l'item qui est présentement sélectionné, point toString. Donc, on prend l'item sélectionné, on le convertit en texte et ce texte-là est mis à l'intérieur de la variable nom. Ensuite, nous allons afficher le nom de la personne sélectionnée à l'intérieur d'un message box. Donc, message box et à la fonction message box, nous allons passer la variable nom. Et si tout va bien dans le meilleur des mondes, nous devrions observer, voilà, bon, d'ailleurs, etc. Une autre façon d'interagir avec un combo box est évidemment de donc
on va effacer ceci et de le contrôler à partir d'un bouton. Donc encore une fois, je vais modifier le code de mon bouton Enter. Donc je vais effacer le code qui avait préalablement à l'intérieur. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, en effaçant le code associé à des événements, vous comprendrez que il n'y a plus rien qui se passe quand j'appuie ou quand j'interagis avec ces fameux contrôles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sélections tranquillement dans mon combo box et c'est seulement quand je vais appuyer sur Enter que le texte sélectionné va s'afficher à l'intérieur du text box cette fois-ci, juste pour vous montrer qu'on a le contrôle total sur ce qui se passe dans notre application. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire que le textbox 1, c'est comme ça que notre textbox ici s'appelait, point texte est égal à quoi? Est égal au combo box 1 point items, pardon, combo box 1 point selected item point to string. Donc, allons-y. Je démarre l'application, je choisis un item, il n'y a rien qui se passe aussi longtemps que je n'appuie pas sur Enter. Et voilà un peu comment travailler avec les combo box. Voilà, aussi simple que ça. Donc, maintenant, allons-y avec les boutons radio, les radio buttons. Donc, pour les radio buttons, nous allons tenter... OK. Pour les radio buttons, allons-y de la même manière, suivant la même technique. Donc, je vais fermer mon application et je vais en fait me débarrasser du tout. On va changer un peu d'interface usagée. Donc, je vais me débarrasser du code que j'avais préalablement conçu et je vais le remplacer par des radio buttons. Donc, allons chercher des boutons radio. Où sont-ils? Donc, 1, voilà, 2 et 3. Donc, les boutons radio, tout comme les checkbox, ont une propriété check. Mais la grande différence, mis à part leur apparence, donc un bouton radio est circulaire alors qu'un checkbox est carré, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, les checkbox permettent des sélections multiples, alors que les boutons radio permettent des sélections uniques, tout simplement. Donc, les radio buttons, tout comme les checkbox, ont une multitude d'événements sur lesquels on peut interagir. L'événement par défaut est l'événement check change, exactement comme les checkbox. Donc, vous avez compris que le code que nous avons utilisé tout à l'heure est exactement le même code que nous pourrions utiliser pour interagir avec nos boutons radio qui se trouvent juste ici. Donc, allons-y quand même. Donc, tout à l'heure, si je ne me trompe pas, nous avons utilisé un if pour tester l'état de nos checkbox. Donc, utilisons la même technique avec non, tout à l'heure, nous avons utilisé un if après avoir utilisé l'événement check change. Donc, utilisons la même technique ici pour voir un peu de manière concrète quelles sont les manipulations, quels sont les effets que nous pouvons créer. Donc, ce que nous allons faire ici, donc, disons que
Radio Button 1, Radio Button 2, Radio Button 3 sont les valeurs qui sont présentement inscrites dans la propriété texte de nos radio buttons, en plus d'être leur nom par défaut. Donc, ce que nous allons faire, c'est si jamais le radio button 1 est sélectionné, ben, c'est sa valeur ici de texte qui va devenir la valeur de ma forme. Idem pour de ma fenêtre, idem pour le deuxième, idem pour le troisième. Donc, allons-y. Donc, pour chacun d'entre eux, en double-cliquant dessus ou en allant sur le panneau de propriété, dans les événements et en double-cliquant pour l'événement, on voit que c'est le même effet. Ici, j'ai généré une sous-routine pour le premier bouton, pour son événement Check Change. Ici, j'ai généré une seconde routine pour le deuxième bouton avec son événement Check Change. Et on va faire la même chose pour le dernier. Donc, allons-y. On veut changer le texte qui s'affiche dans la fenêtre ici. Donc, on va interagir avec la propriété texte de la fenêtre. On pourrait changer l'opacité, qui est la transparence de la fenêtre. On pourrait changer sa taille minimum, sa taille maximum. Bref, dans n'importe laquelle des sous-routines que vous avez ici dans la fenêtre de code, vous pouvez modifier n'importe quelle propriété que possède un objet. Donc, pour garder ça simple, mi.texte égale radio button 1.text, ce qui est exactement le même code que nous allons recopier ici. Nous allons tout simplement changer le 1 pour 2 et le 1 pour 3. Donc, exécutons notre application. Donc, Radio Button 1 par défaut, parce que par défaut, il était sélectionné, Radio Button 2 et Radio Button 3. Donc, un autre contrôle assez intéressant dont vous allez avoir besoin au courant de la semaine prochaine, quand vous allez avoir modifié, si on veut, le programme du carnet d'adresses, c'est le Picture Box. Donc, le Picture Box est un contrôle qui, comme son nom le laisse entendre, est une boîte qui permet de contenir ou de contrôler des images. Donc, un picture box à la base, que je viens de déposer sur la page, n'est pas très intéressant parce que quand on ne lui associe pas une image, il est vide. Ce qu'on peut faire, c'est en appuyant sur la petite flèche ici et en sélectionnant choisir une image, ressources locales et importer, on peut naviguer sur notre ordinateur ou dans nos dossiers de projet, aller choisir une image et cette image-là est chargée dans notre application. On a alors la possibilité de choisir de quelle manière cette image-là va être présentée à l'intérieur de ce contrôle. Elle peut être normale, donc à sa taille normale, puisque mon image de koala était énorme, on n'en voit qu'une petite section, ou on peut lui demander de centrer l'image, de zoomer sur l'image ou de stretch l'image, ce qui la rend proportionnel à la taille du contrôle. Donc voilà la manière d'afficher une image à l'intérieur d'une application Windows. Ce que nous allons vouloir faire, par exemple, dans le carnet d'adresses, c'est que si nous associons chaque checkbox au nom d'un différent élève, c'est qu'en appuyant sur chaque checkbox ou chaque radio button au nom d'un élève spécifique, c'est qu'en sélectionnant ce contrôle-là, on voudrait faire apparaître la photo spécifique de cet étudiant-là dans le picture box. Donc, c'est ce que nous allons apprendre à faire durant la prochaine semaine, quand nous allons analyser un peu plus en détail le programme du carnet d'adresses qui est déjà disponible sur Omnivox. Donc, je voudrais regarder avec vous un dernier contrôle, le contrôle numeric up-down, donc qui se trouve juste ici.
Donc, le contrôle numérique up-down est un contrôle assez intéressant qui permet tout simplement à l'aide de deux flèches, une vers le haut, une vers le bas, de faire défiler des numéros vers le haut ou vers le bas, tout simplement. Donc, que peut-on faire avec ce contrôle? Ben, on peut récupérer sa valeur et s'en servir, par exemple, disons, pour faire des calculs. Allons-y. Donc, je vais en placer deux sur la page. On n'est pas toujours obligé de chercher un contrôle pour le ramener. On peut sélectionner un contrôle déjà existant et excusez-moi, et le copier. Donc, CTRL-C et ensuite CTRL copier et CTRL coller. Aïe, aïe, aïe. Ah, parfait. Donc, j'ai deux numériques display juste ici pour prouver que ce n'est pas le même objet copié deux fois. Le premier s'appelle numérique up-down 1 et le deuxième s'appelle numérique up-down 2. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aussi me rajouter un bouton. Et ce bouton-là, je vais l'appeler, tiens, on va changer son nom. Je vais l'appeler BTN Multiply. Ça va être un bouton qui va démarrer une opération de multiplication. Et comme texte, je vais mettre un magnifique X sur mon bouton. Évidemment, je vais avoir la réponse de cette multiplication quelque part. Donc, je vais aller chercher un label ou une label qui va me permettre d'afficher le résultat de ma multiplication. Donc, allons-y. Donc, on va se faire un peu d'espace à l'écran. Donc, sur l'événement clic de mon bouton, j'aimerais aller chercher la valeur de chacun de mes numériques up-down, contrôle, j'aimerais multiplier ces deux valeurs-là et afficher le résultat de la multiplication à l'intérieur de mon label. Donc, allons-y. L'événement clic du bouton, puisque c'est son événement par défaut d'un bouton, en double-cliquant sur celui-ci, ça va me générer automatiquement la sous-routine. Ou je pourrais encore cliquer sur le bouton, aller dans ces événements et double-cliquer sur clic. Donc, c'est exactement la même chose. Habituellement, je préfère cliquer sur le bouton, c'est beaucoup plus rapide. Donc, allons-y. Si je veux faire un calcul mathématique, ben, je veux d'abord récupérer les valeurs qui m'intéressent. Donc, un numérique up-down ne génère que des valeurs de type integer. Donc, créons deux variables de type integer. Dim val1 as integer. Et on va l'initialiser avec quoi? Avec la valeur du premier numérique up-down. Voyons. Numérique up-down point value. Ça va? Donc, ça retourne ici le contenu. On voit que value retourne une variable de type décimal ici. Donc, si nous voulons que ça fonctionne, on ne peut pas être de type integer ici, mais bien de type décimal. Donc, on va faire exactement la même chose pour la deuxième valeur. Ici, ça va devenir val2. Ici, numérique up-down 2, tout simplement. Donc, nous allons faire quoi avec ces deux valeurs? Nous allons les multiplier. Nous allons les multiplier et évidemment, il nous faut une variable pour recueillir le résultat de la multiplication. Donc, game réponse as décimal et la variable réponse va être initialisée avec val1 plus val2.
Et maintenant, nous allons afficher le résultat dans le label. Donc, label 1 point texte égale rep, tout simplement. Et voilà. Donc, 0 fois 0 donne un magnifique 0. 2 fois 3 donne, j'ai fait plus ou fois. Ah, d'accord, j'ai fait une addition, excusez-moi. Donc, on va faire une multiplication. Et voilà. Donc, 2 fois 3 donne un magnifique 6. Et voilà. Donc, nous allons arrêter ici pour ce premier vidéo. Donc, récapitulons un peu. Nous avons vu comment démarrer un nouveau projet de type visualbasic.net en utilisant le logiciel de développement intégré l'IDE Visual Studio. Ensuite, nous avons découvert certaines propriétés communes à plusieurs contrôles, la propriété size, la propriété location, la propriété backcolor, la propriété name. Et évidemment, ce serait beaucoup trop long de passer à travers ces propriétés une par une. Vous allez les découvrir au fur et à mesure que les semaines de la session avancent. Par contre, vous savez que en sélectionnant un objet, un picture box par exemple, et en cliquant sur une propriété, vous avez une brève description qui vous indique rapidement, qui vous donne une bonne idée de ce à quoi cette propriété sert. Donc, nous avons présenté le contrôle checkbox, radio button, combo box, numérique up-down, picture box, label, bouton, avec quelques exercices ou quelques syntaxes, quelques manipulations qui s'apparentent beaucoup à celles que nous avons vues dans la présentation lecture 1 que nous avons vue en classe et qui s'apparentent aussi beaucoup aux documents de théorie que je vous ai donné dans la section des documents distribués. J'ai nommé contrôle partie 1 et contrôle partie 2 qui traitent eux aussi des différents contrôles que nous avons présentés dans la vidéo. Donc, je vous demanderai pour le prochain cours de prendre la peine de lire le document contrôle partie 1, lire le document contrôle partie 2 et évidemment de regarder ce vidéo après avoir consulté ces différents documents. Vous devriez être en mesure, sans la moindre difficulté, de réaliser les deux travaux qui sont présentement à remettre à la date d'échéance du 20 décembre. Donc, merci à tous et bon week-end.